Gray se tient au-dessus du cadavre du gobelin, ses yeux acérés scrutant les restes. Beru observe avec approbation, reconnaissant les compétences croissantes de la créature au combat. Avec des efforts constants, elle deviendra bientôt un atout précieux pour le jeune monarque. Laissant échapper un grognement sourd, Gray réagit instinctivement. Beru l'encourage à tout consommer afin qu'aucune trace ne subsiste. Suho regarde la scène avec un léger amusement, notant à quelle vitesse Gray s'est adapté. Il demande comment son nom est passé de Gray à Groll. Une notification apparaît signalant que Gray a accumulé suffisamment d'expérience en chassant des bêtes magiques. La moitié de l'expérience gagnée est désormais transférée aux joueurs. Les yeux de Suho s'écarquillent de surprise alors qu'il ressent l'augmentation de son expérience au moment où Gray termine sa chasse. Beru réfléchit un instant avant de répondre. Bien qu'il n'en soit pas totalement certain, il trouve cela assez similaire à la manière dont l'expérience des soldats de l'ombre est elle aussi partagée avec le monarque. Suho réfléchit aux implications. C'est comme un système de groupe dans un jeu. Les points d'expérience ne sont pas entièrement partagés, mais il y a une réduction de 50%. Malgré cela, l'idée de gagner de l'expérience automatiquement, sans combat direct, est révolutionnaire. Beru suggère que Gray continue à chasser dans la région, voyant cela comme un moyen efficace de gagner en puissance. À ce moment-là, une fenêtre de statut apparaît devant Suho. Quête quotidienne, nettoyage du donjon de l'ombre, vaincre 100 gobelins, vaincre 10 commandants gobelins, vaincre un centurion gobelin. Suho examine les détails de la quête, une quête quotidienne qui lui demande de chasser des gobelins. Ce système ressemble de plus en plus à un jeu, il s'interroge sur les implications. S'il existe une quête, il doit forcément y avoir une récompense. Et puisque c'est une quête quotidienne, cela signifie-t-il qu'il peut recevoir des récompenses tous les jours? Beru observe la situation et conclut que le système cherche probablement à intégrer toute cette zone au domaine de Suho. Suho balaie l'immense étendue du regard, conscient de la difficulté à localiser 100 gobelins dans un territoire aussi vaste. Sans hésiter, il invoque son inventaire et en sort un objet. Flûte de corne. Type instrument de musique. La flûte de corne est utilisée par le centurion gobelin lorsqu'il veut convoquer ses subordonnés. Suho examine la flûte de corne, il se rappelle l'avoir obtenue après avoir éliminé des gobelins plus tôt. Une idée lui traverse l'esprit. Peut-être que cet objet pourrait rendre la chasse beaucoup plus facile. Suho active la flûte à corne, dont le son étrange résonne dans le donjon obscur. Presque immédiatement, le sol tremble sous le bruit de pas innombrables qui approchent. Une immense horde de gobelins émerge des ténèbres, les yeux luisants braqués sur lui. Suho reste impassible. C'est exactement ce qu'il attendait. Beru observe la scène avec admiration. Le jeune monarque a utilisé la flûte avec intelligence pour faire venir ses ennemis, évitant ainsi de perdre du temps à les chercher. Suho serre le poing et concentre sa puissance brute dans un coup dévastateur. Son regard brûlant se fixe sur un gobelin dont le visage se déforme sous la violence de l'impact. Sans perdre une seconde, il enchaîne avec une nouvelle attaque, ses mouvements étant à la fois précis et mortels. Il expire, visiblement peu impressionné. Vaincre des gobelins n'a plus rien d'excitant, mais puisqu'il doit les éliminer par centaines, l'efficacité prime. Il lève à nouveau la flûte et en souffle, appelant une nouvelle vague de créatures depuis l'ombre. Sans pause, il utilise une seconde fois la flûte, amplifiant l'appel. Le sol tremble davantage alors qu'un flot de gobelins se précipite vers lui. Suho esquisse un sourire. Cela devrait suffire. Il lève la main et prononce « Levez-vous ». Les gobelins tombés au combat frémissent, leurs corps s'assombrissent, puis se reforment en soldats de l'ombre. À son commandement, Gray et les nouvelles ombres gobelins foncent dans la bataille, tranchant à travers la horde sans fin. Une notification apparaît « Quête quotidienne terminée ». Gobelin 107 sur 100. Commandant gobelin 10 sur 10. Centurion gobelin 1 sur 1. Après 3 heures de chasse acharnée, Gray s'effondre au sol, épuisé. Une nouvelle notification s'affiche, confirmant l'accomplissement de la quête quotidienne, nettoyage du donjon de l'ombre, et invitant à réclamer la récompense. Cependant, en examinant le système, Suho remarque quelque chose d'inhabituel. Bien qu'il ait atteint le nombre requis de victimes, le compteur continue d'augmenter. Une curiosité naît en lui alors qu'il analyse la situation. Plutôt que de s'arrêter, le système semble comptabiliser les éliminations supplémentaires au-delà de l'objectif initial. Suho comprend qu'il pourrait s'agir d'un mécanisme caché. Il choisit de continuer, déterminé à percer ce mystère. Gray, encore à bout de souffle, observe avec stupeur la détermination de Suho à explorer l'inconnu. Le compteur de la quête continue de grimper bien au-delà des exigences d'origine. Notification de quête, quête quotidienne, Gobelin, 200 sur 100, commandant Gobelin, 20 sur 10, centurion Gobelin, 2 sur 1. En se tenant debout.
Sa fourrure autrefois brillante a légèrement pâli et sa respiration est saccadée. Une notification apparaît devant Suho, signalant l'accomplissement de la quête cachée. Vous avez reçu une récompense pour avoir accompli une quête. Veuillez vérifier votre récompense. Lorsqu'il valide la complétion, un nouvel écran de récompense s'affiche. Notification de récompense de quête. Vous recevrez les récompenses suivantes. 1. Soins de statut. 2. Points de compétence. Plus 3. 3. Capsule bénie aléatoire. 4e. Capsule maudite aléatoire. Une invite lui demande s'il souhaite tout accepter. Suho choisit d'abord la récupération de statut et immédiatement son corps est entièrement restauré. Il se sent comme s'il venait de monter de niveau, réalisant à quel point cet effet peut s'avérer utile s'il le garde pour des combats critiques. Ensuite, il accepte la deuxième récompense, sachant qu'il deviendra de plus en plus difficile d'en gagner à mesure que son niveau augmente. Les récompenses de quête journalière s'avèrent être un moyen fiable de devenir plus fort chaque jour. Il doit maintenant faire un choix entre les deux boîtes aléatoires. Capsule bénie offre un objet que le joueur désire. Capsule maudite offre un objet que le joueur a besoin. Suho réfléchit à la décision. S'il reçoit ce qu'il veut, ce ne sera pas forcément ce dont il a besoin. Et s'il reçoit ce dont il a besoin, un objet qu'il ne veut pas pourrait apparaître. Il décide de faire confiance au système et sélectionne la boîte maudite. Il obtient la corne de Vulcain. Suho examine avec étonnement les gantelets qu'il vient d'obtenir. Jusqu'à présent, il s'est appuyé sur la transformation de ses soldats de l'ombre en armes, mais il cherchait une arme indépendante rien que pour lui. C'est parfait, les gantelets. Ils offrent une augmentation de 30% des dégâts physiques et il soupçonne que cette valeur augmentera à mesure qu'il chasse des démons. Bien qu'il soit un peu lourd, il décide de compenser en investissant tous ses points de statistiques disponibles dans la force, la faisant passer de 35 à 43. Une fois cela fait, son prochain objectif est de renforcer encore plus son arme à travers les combats. Soudain, une nouvelle notification apparaît. Notification de quête. L'état de votre compagnon a changé. La loyauté de votre compagnon Gray est passée de admiration à peur. Gray, exténué par la chasse incessante, semble visiblement ébranlé. Beru lui rappelle que Gray n'est pas un soldat de l'ombre à l'endurance illimitée. En prenant conscience de son erreur, Suho décide d'arrêter là pour aujourd'hui, mentionnant qu'il a quelque chose à régler hors du donjon. Il sort du donjon des ombres. En revenant dans le monde réel, Suho se remémore les informations qu'il a recueillies. La guilde associée à la guilde Yen s'appelle la Faucheuse. Ce sera sa prochaine cible. Il se demande par où commencer son enquête lorsque son téléphone vibre soudainement. Un message s'affiche à l'écran, le suppliant de venir en aide. Pendant ce temps, sur le terrain de rassemblement de Séoul, dans la zone de danger, Lim Do-gyun attend avec anxiété. Aujourd'hui a lieu une expédition importante dans un donjon, mais aucun des transporteurs ne s'est présenté. La frustration monte en lui, convaincu qu'ils ont abandonné leur poste pour une nuit de beuverie. À l'arrivée de Suho, il évalue rapidement la situation et décide de prêter main forte. Reconnaissant, Do-gyun lui tend une combinaison de protection. Contrairement aux mineurs, qui travaillent en sécurité dans les zones déjà nettoyées du donjon, les collecteurs doivent suivre de près les squads d'assaut, enlevant les cadavres des bêtes magiques vaincues. Cette tâche dangereuse exige une vigilance constante, car des attaques inattendues peuvent survenir à tout moment. De plus, de nombreuses créatures contiennent des substances dangereuses, épines, venins, sécrétions toxiques, pouvant causer de graves blessures. La combinaison de protection est donc essentielle pour manipuler les restes dans un environnement aussi périlleux. L'équipe d'assaut arrive, examinant les lieux avec mécontentement. Leur chef remarque immédiatement le nombre inhabituellement réduit de collecteurs et questionne la situation. Do-gyun, encore déboussolé, explique rapidement que les collecteurs prévus pour la journée sont tous absents. Sa réponse est accueillie avec irritation, le chef de l'escouade le réprimande, lui rappelant les obligations du contrat. La guilde de la Faucheuse a payé un droit d'entrée conséquent et une telle négligence est inacceptable. Il les menace de signaler l'incident à l'association des chasseurs s'ils ne parviennent pas à suivre le rythme. Une plainte officielle signerait la fin de leur carrière comme collecteurs. Do-gyun, en sueur sous la pression, assure précipitamment qu'ils feront de leur mieux et supplie l'équipe de leur faire confiance. Le chef de l'escouade pousse un soupir exaspéré, exprime son mépris pour tant d'irresponsabilité, puis entre dans le donjon. Do-gyun, toujours furieux, se penche vers Suho et lui murmure de leur donner une bonne leçon en utilisant ses invocations. Suho reste silencieux, le regard fixé sur l'équipe qui s'éloigne. Son esprit s'active, analysant rapidement leur formation. 4 mages de rang D, 5 combattants de rang D et un soigneur de rang C. Celui qui vient de crier semble être le soigneur, probablement aussi le chef de l'escouade. Ses pensées dérivent vers les événements récents.
cette boîte aléatoire maudite qui lui a donné l'objet qu'il attendait. L'arme dévoreuse de démons, la corne de Vulcain. Puis, il y a Lim Do-gyun, qui l'a contacté à ce moment précis. Et enfin, la guilde des faucheuses, qui gère ce donjon étendu. Rien de tout cela ne semble être une simple coïncidence. Quelque chose ne va pas. Les pièces s'assemblent trop bien, comme s'il avait été attiré ici délibérément. Un frisson d'inquiétude lui traverse la poitrine. Il a la désagréable impression qu'il se jette dans la gueule du loup. Le chef de l'escouade d'assaut donne l'ordre, poussant les mages à illuminer la zone. À mesure que la lumière se répand et révèle les environs sombres, des bêtes magiques ressemblant à des lézards rampent au sol, leurs griffes acérées raclant la pierre. Avec leurs effectifs réduits, l'équipe de récolte reste proche de l'escouade d'assaut, prête à commencer son travail dès que le combat commence. Do-gyun acquiesce à l'ordre de rester près de l'escouade, mais reste sceptique à l'idée de rester près de ceux qui se battent. Pendant ce temps, Suho observe les bêtes magiques de type lézard, son esprit restant bloqué sur la nature inattendue de leur présence. Il s'attendait à une créature de type démon, surtout depuis que la boîte maudite aléatoire lui a accordé la corne de Vulcain. Observer le groupe de chasseurs en action lui permet d'étudier leurs techniques de combat et de mieux comprendre comment différents chasseurs se battent, avec une quantité considérable de cadavres de commandants et de centuriens accumulés grâce à ses quêtes quotidiennes. Il décide de les mettre à profit. Sans hésiter, il donne l'ordre. Levez-vous. En évaluant le champ de bataille, Suho remarque que son intelligence croissante lui permet maintenant de commander jusqu'à 7 soldats de l'ombre. Les cadavres des bêtes magiques, lézards vaincus, sont éparpillés au sol. Le chef d'escouade examine la zone avant de décider qu'il est temps de faire une pause. Certains membres sont surpris par cette pause si tôt, mais il explique que malgré leur volonté de continuer la chasse, ils sont retardés par l'équipe de collecteurs. Cependant, alors qu'il se retourne, ses yeux s'écarquillent de stupeur, tout est déjà terminé. Une silhouette ombragée se tient devant lui et il demande s'il s'agit d'une invocation. Suho confirme brièvement, ce qui pousse Do-gyun à se demander avec inquiétude ce qu'il va dire ensuite. Le chef d'escouade tend la main, exprimant son enthousiasme à l'idée que Suho rejoigne leur groupe en tant que collecteur exclusif. Mais Suho ne montre aucun intérêt à poursuivre ce genre de travail toute sa vie. Sans se décourager, le chef insiste, lui proposant le double de son salaire. Avant que la conversation puisse continuer, un membre de l'escouade accourt, alarmé. Un problème grave vient d'être découvert, le corps sans vie d'un humain. Le chef d'escouade se tourne immédiatement vers la source de l'agitation, son expression changeant pour révéler choc et inquiétude. Il observe la scène attentivement, reconnaissant la présence d'un cadavre. Non loin, un mage examine les restes, remarquant les accessoires qui indiquent que la victime était un humain. Pourtant, quelque chose cloche. Aucun rapport ne mentionnait une bête magique maniant le feu à la station. Do-gyun jette un regard inquiet à Suho, se demandant en silence si ce qu'il pense est possible. Suho partage le même doute. Les brûlures sur le corps ressemblent à quelque chose de familier, des brûlures de brume. Une lueur de reconnaissance traverse le visage du chef lorsqu'il comprend le terme. Les brûlures de brume renvoient à des bêtes magiques récemment découvertes, brûlant d'une étrange flamme bleue. Toujours troublé, Do-gyun se remémore une rencontre précédente. Ils étaient en présent lors d'un incident impliquant des brûlures de brume à l'Université des Arts de Corée. Un des membres de l'escouade crie en découvrant un autre cadavre à proximité. Une autre voix s'élève aussitôt pour signaler la découverte d'un troisième corps. Après avoir découvert 3 corps sans vie dans le donjon, Suho se tourne vers le chef de raid et lui propose d'interrompre la chasse pour signaler la situation à l'association des chasseurs. Le chef reste calme. Constatant que les victimes sont des civils et jugeant la menace minime pour leur groupe constitué de chasseurs de rang C et D, il estime que la situation ne représente pas un réel danger. Il décide donc de continuer sans se laisser troubler. Suho est choqué de cette réponse et Do-gyun confirme la dangerosité des brûlures de brume. Cependant, Chef affirme son autorité et ordonne à l'équipe de collecteurs de simplement nettoyer les lieux et de suivre le groupe. Do-gyun soupire à l'idée de revoir ces créatures, tandis que Suho lui conseille d'utiliser sa compétence d'agilité et de fuir immédiatement si les choses tournent mal. Une sensation de danger imminent plane dans l'air. Des cris glaçants retentissent dans la pièce. Ils viennent des brûlures de brume dont les yeux brillent d'une lueur étrange. À proximité, plusieurs brûlures de brume attachées tremblent, leur corps dégageant la même aura sinistre. Une foule observe la scène en silence. Parmi eux, un homme s'avance. Il observe le spectacle, visiblement peu impressionné. Puis, se tournant vers son subordonné, il demande des nouvelles de l'approvisionnement en carburant. Un homme en cape s'approche, la voix teintée d'irritation. Un problème est survenu. L'obtention du carburant devient de plus en plus difficile
Il envisage de contacter un certain humain pour établir un nouveau fournisseur. À ses côtés, un humanoïde à l'allure bestiale pousse un grognement frustré. Le besoin en carburant est urgent. La chute de la guilde des hyènes, leur principal fournisseur, a provoqué un contretemps inattendu. À ce rythme, leur usine accumule du retard dans la production de poudre d'étoiles. L'homme au crâne de bête lève les yeux et aperçoit les chasseurs qui arrivent. Un timing parfait, vu leur besoin de carburant. L'homme au visage bestial déclare qu'il est temps d'agir. Il se prépare au sacrifice nécessaire et à l'invocation de ses semblables. Un autre membre lui rappelle que l'objectif est de capturer les chasseurs vivants et il acquiesce sans hésiter. L'équipe d'attaque continue de chasser des bêtes magiques de type lézard. Leur chef, satisfait de leur progrès, note qu'ils sont sur le point de gagner une somme considérable. L'un des chasseurs approuve, content d'avoir choisi de poursuivre la chasse. Satisfait de leur butin, le chef décide qu'il est temps d'utiliser un objet spécial qu'il gardait en réserve. Il révèle une fiole de poudre d'étoile, un amplificateur de mana très recherché parmi les chasseurs. Les autres la reconnaissent immédiatement, soulignant sa rareté et la difficulté à en obtenir. À leur grande surprise, leur chef l'avait gardée secrète tout ce temps. Bien que ses effets ne durent qu'une semaine, la poudre d'étoile est connue pour être assez puissante pour augmenter considérablement les capacités d'un chasseur de bas rang. S'il la consomme, il pense avoir assez de mana pour atteindre le rang C. Soudain, le monstre bestial apparaît derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, il se fait transpercer dans le dos. Les autres sont choqués de voir un monstre parler. Avant qu'ils ne reprennent leur esprit, un autre membre tombe. Le monstre bestial observe le groupe et les compte un par un. 10 au total. Mais les 10 ne sont pas nécessaires. Il faut éliminer les plus forts. Serrant une fiole de poudre d'étoile, il l'examine attentivement. Les chasseurs reculent, choqués. Une bête magique peut-elle utiliser de la poudre d'étoile? Il acquiesce en se moquant d'eux. Cette prise de conscience déclenche une vague d'urgence chez eux. Avant que les effets ne se manifestent, ils lancent leur attaque. Un chasseur fonce, mais se fait assommer d'un seul coup par la puissance de la lame du monstre. Un mage enchaîne avec une explosion de flammes, mais l'attaque laisse à peine une trace. Stupéfait par son inefficacité, le mage n'a même pas le temps de réagir avant d'être frappé à son tour. Les chasseurs se font découper en morceaux, leurs cris d'agonie appelant à l'aide. Avec facilité, le monstre soulève les corps inertes des chasseurs tombés. Carburant obtenu, une notification apparaît devant Suho. Notification, une quête vient d'arriver. Il jette un œil au texte. Quête, sauver les survivants. Des personnes ont été capturées par un démon vivant dans les alentours. Sauvez autant de victimes que possible. La récompense versée sera proportionnelle aux personnes sauvées. Nombre actuel de survivants, 7. Survivants sauvés, 0. Le regard de Suho se durcit. Un démon? Beru demande à Suho s'il y a un problème, percevant un changement dans sa concentration. Il explique qu'une nouvelle quête vient d'apparaître, indiquant que des démons kidnappent des gens à proximité. La structure des récompenses suggère que le temps est crucial. Plus il attend, plus les captifs courent, un danger croissant. Sans hésitation, il se tourne vers Do-gyun. Ses gestes sont empreints d'urgence lorsqu'il lui ordonne de quitter immédiatement le donjon. Do-gyun hésite. Confus par la soudaine certitude de Suho, il n'y a pourtant pas de temps pour des explications. Un gobelin invoqué est déjà prêt à l'escorter jusqu'à la sortie. Do-gyun hésite un instant avant d'exprimer son inquiétude, mais Suho a déjà pris sa décision. Il compte rejoindre les squads d'assaut, conscient qu'il ne ferait qu'entraver sa progression s'il restait. Do-gyun accepte rapidement la situation. Sans perdre une seconde de plus, il se résout à contacter l'association des chasseurs dès qu'il atteindra la sortie. Suho invoque Grey et fusionne avec lui, ressentant une montée de puissance envahir son corps. Il n'a pas une seconde à perdre. D'un puissant bond, il se propulse en avant. Il fonce vers la dernière position connue de l'escouade, bien décidé à les atteindre avant qu'il ne soit trop tard. L'endroit est plongé dans l'obscurité, l'air saturé de l'odeur du sang. Des taches écarlates souillonnent la poignée de porte, une traînée macabre s'étend dans le couloir faiblement éclairé, où d'autres traces de sang tapissent les murs et le sol. Les corps inertes des membres de l'escouade d'assaut jonchent le sol, inconscients, semblant sans vie. Le monstre bestial se tient au milieu du carnage, observant le fruit de son œuvre. Carburant obtenu. Les préparatifs sont presque terminés. Bientôt, la porte s'ouvrira, marquant l'arrivée des démons invoqués. La victoire semble certaine, et déjà les captifs sont préparés pour servir de combustible. Le monstre bestial murmure sa frustration, trouvant la situation injuste. Pendant ce temps, la silhouette encapuchonnée reste calme, rassurée. L'approvisionnement en carburant est renouvelé. Ainsi, la production de poudre d'étoile peut reprendre sans problème. Le poison qu'on leur a appris à fabriquer en utilisant les techniques secrètes du démon. Un stimulant de l'éveil, conçu à partir du poison du berserker poussière d'étoile.
Le poison du berserker existant peut renforcer la puissance magique d'un individu, mais il a pour effet secondaire de ronger la force vitale de son utilisateur. Il pense que les effets secondaires des flammes qui brûlent le cristal d'essence démoniaque imbibé du sang des démons pourraient être remplacés par les flammes des brûlures de brume. Tout cela grâce à l'apôtre qui leur a expliqué comment faire. Même les monstres qui ont été créés en corrompant l'âme d'un être vivant et en lui faisant perdre sa rationalité, ils ont été introduits dans ce monde par un apôtre. Grâce à ça, les démons de rang inférieur comme eux avaient une chance de devenir plus forts. Soudain, ils ressentent la présence d'un chasseur qui se rapproche. Suo défonce la porte d'un coup de pied, mais est immédiatement attaqué par le monstre bestial qui se jette sur lui sans la moindre hésitation. Les yeux de Suo s'écarquillent de surprise. Devant lui se tiennent des démons. Leur présence est indéniable. Mais ce qui attire vraiment son attention, ce sont les silhouettes ligotées derrière eux, plusieurs victimes, des brûlures de brume, leur corps enveloppé de flammes bleutées spectrales. Un rituel. Son regard se tourne rapidement vers la notification du système 7 survivants. Un soupir de soulagement. Ils sont encore en vie. Le démon bestial abat son épée sur Suo, mais ce dernier esquive l'attaque avec agilité. Le démon hésite un instant, troublé par l'esquive si fluide. Suo évalue la situation, le regard acéré, repensant au chasseur sans vie croisé plus tôt. Sans attendre, il lance un coup de poing dévastateur, envoyant le démon valser à travers la pièce. L'homme au manteau observe la scène avec attention. Le plus jeune d'entre eux vient de s'éveiller après avoir consommé la poudre d'étoile, et pourtant son attaque est facilement esquivée. Un rictus se dessine sur ses lèvres alors qu'il échange un regard avec son frère. Visiblement, ils vont devoir intervenir eux-mêmes. Le démon bestial vacille sous une pluie de coups violents de Suo, incapable de riposter face à l'assaut continu. Soudain, Suo perçoit un changement dans l'air. Avant même qu'il puisse réagir, deux autres démons surgissent de chaque côté et l'attaquent en même temps. Il évite leurs coups d'un mouvement vif, mais son instinct s'alarme de nouveau. Une autre présence surgit dans son dos. Une main démoniaque, chargée d'électricité, libère une décharge soudaine, frappant Suo de plein fouet et le paralysant momentanément. Profitant de cette ouverture, le démon bestial tente une estoc rapide avec son épée. Sans hésiter, Suo invoque ses gobelins. Les créatures apparaissent instantanément, interceptant l'attaque du démon et le protégeant. Au même moment, Suo se projette vers l'avant et assène un coup de poing dévastateur à la silhouette encapuchonnée, l'envoyant voler à travers la pièce. L'homme au manteau suit la scène avec attention, ses yeux se plissant alors qu'un éclair de reconnaissance traverse son regard. L'énergie sombre qui tourbillonne autour des créatures invoquées ressemble étrangement à l'autorité du monarque des ombres, une puissance écrasante que les démons ont déjà connue le jour de leur destruction. Mais en l'observant de plus près, il perçoit une différence nette. Cette présence, bien que redoutable, n'a pas la domination écrasante du véritable monarque des ombres. Elle est plus faible, incomplète. Avec cette réalisation, toute peur initiale s'efface. Tant que l'être devant eux n'est pas le monarque lui-même, ils n'ont aucune raison de battre en retraite. Suo évalue la situation, l'esprit en ébullition. Chacun des démons est plus faible que Brocchi, mais les affronter tous en même temps représente un véritable défi. Même s'il ressuscite continuellement les gobelins, cela ne ferait que drainer inutilement son mana. Il réfléchit à ses options, peut-être est-il temps d'utiliser ça. Pendant ce temps, un flashback avec Beru refait surface. Le chevalier insectoïde avait fidèlement préservé le cadavre de Brocchi après en avoir consommé suffisamment pour en extraire les souvenirs persistants. Il fait remarquer que plus le temps passe après leur décès et plus les soldats de l'ombre sont faibles. Y a-t-il une raison qui motive son choix de garder le cadavre ? Demande Beru. Les derniers instants de vie de Brocchi ont fait réfléchir Suho. Si son dernier combat était rempli de regrets en raison du contrôle d'Itarim qu'il subissait, alors peut-être pourrait-il l'aider. Et s'il utilisait l'autorité de l'ombre sur lui, Brocchi pourrait devenir l'un de ses soldats. Pour que cela se réalise, il a besoin de la permission de Gray. Il tourne son attention vers l'intérieur, appelle Gray et lui demande s'il est d'accord. Ce dernier accepte. Suho lève sa clé d'ombre, l'air crépite d'une énergie sombre tandis qu'il en active le pouvoir. La porte de l'abîme s'ouvre lentement dans un grincement lugubre. Il parle d'une voix ferme, empreinte d'autorité. Si le dernier combat de Brocchi a été terni par le regret, alors voici l'occasion pour lui de se battre à nouveau selon ses propres termes. Le cadavre massif reste immobile un instant. Puis, les ombres affluent vers Suo, se rassemblant comme une marée déchaînée. Une griffe émerge en premier, s'écrasant au sol avec une force qui fissure la pierre. Lentement, la silhouette gigantesque de Brocchi se relève des ténèbres, son corps reconstitué par le pouvoir de Suho. Un rugissement assourdissant résonne dans la salle, faisant trembler les murs. Suo soutient le regard de son nouveau soldat de l'ombre,
le visage impassible. L'homme au manteau fait un pas en arrière, sa voix tremblante de stupeur. La hyène Brocchi se tient devant lui, désormais un soldat de l'ombre. La vérité le frappe. Suo est celui qui l'a vaincu. Avec Suo et Brocchi réunis, le combat peut commencer. La détermination brûle dans ses yeux tandis qu'il charge vers les démons, lançant une attaque implacable. Une aura sombre crépite d'éclairs avant de se transformer en une lueur rouge brûlante. Depuis les ombres, une silhouette s'avance. Une fille aux oreilles félines observe silencieusement le combat qui se déchaîne devant elle. Et le combat continue, abonne-toi pour la suite.